Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs agréés auprès de l'Algérie. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, des membres du gouvernement ont examiné 6 projets de décrets exécutifs. Plusieurs opérations ont été menées par des unités des détachements de l'armée nationale populaire durant la période du 31 jusqu'à hier 6 avril, dans le cadre de la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande et le crime organisé. Les diplomates algériens et les opérateurs économiques de Biskra évoquent une coordination des efforts entre la diplomatie algérienne et les producteurs et les hommes d'affaires locaux qui permettra de promouvoir la production algérienne et de renforcer sa compétitivité à l'étranger. Et nous verrons justement un exemple d'une compétitivité en matière agricole à Mzera, dans la wilaya de Biskra, la plasticulture d'excellent rendement en fruits et légumes. L'exploitation Tahraoui est un modèle en la matière avec un produit phare destiné à l'exportation justement, à savoir la tomate cerise. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs agréés auprès de l'Algérie. Le président de la République a reçu d'abord les lettres de créance de l'ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sharon Wardle. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté, la Reine Elisabeth, Miss Catherine Smithson, Deputy Head of Mission, Lieutenant Colonel Robert, Defense Secretary. On écoute sa déclaration. I am deeply honoured to have presented my credentials to President Tebboune today. J'ai eu l'honneur de remettre mes lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en ma qualité d'ambassadrice du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, désignée par la reine Elisabeth. Lors de ma rencontre avec le président de la République, j'ai fait la promesse d'accomplir ma mission, celle de renforcer nos relations bilatérales. Depuis le début de la crise sanitaire, les relations entre les pays se sont montrées plus claires. C'est pourquoi il est important de redoubler d'efforts pour faire face à tous les défis, pour le bien des citoyens et améliorer leurs conditions. Nous sommes conscients des défis et des opportunités auxquelles nous faisons face, d'où l'intérêt de renforcer les relations entre les deux pays. Nous devons partager et échanger nos expériences dans divers secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'éducation et l'enseignement supérieur, qui sont des secteurs importants. Nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir plein de choses ensemble. Et pour finir, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour l'accueil qu'on m'a réservé. J'espère que l'Algérie sera mon deuxième pays tout au long de mon mandat. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de l'Inde, Gaurav Ahluwalia. Mr. President, I have the honor to present to Your Excellency the letter of credence by His Excellency, the President of the Republic of India. I present to you my colleague, Mr. Tejpal Singh Rawat. He is the head of our political section in the embassy. On écoute sa déclaration.
J'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en ma qualité d'ambassadeur de la République de l'Inde. Je tiens à mettre en avant les relations solides et enracinées qui lient l'Inde et l'Algérie, et ce depuis l'indépendance des deux pays. Des relations qui reflètent les liens de fraternité entre les deux pays. Le monde connaît actuellement une crise sanitaire sans précédent qui a impacté l'économie de nos deux pays. Dans un élan de solidarité, l'Inde a offert à l'Algérie un lot de 50 000 doses de vaccins AstraZeneca. Nous ambitionnons de renforcer nos relations avec l'Algérie et nous restons disposés à envoyer un nouveau lot de vaccins à l'Algérie en cas de besoin. L'Algérie est le plus grand pays africain et arabe, c'est pourquoi nous œuvrons à développer la coopération économique, mais aussi dans le secteur de l'énergie, de l'espace et de l'industrie pharmaceutique avec l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Cameroun, Comidor Amidou Ndjimoulou. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres de créance le conseiller culturel, M. Abdourahmane, et le deuxième secrétaire, M. Rousseau. Et on écoute également sa déclaration. Je viens de présenter les lettres de créance qui m'accréditent ici en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Cameroun dans ce pays frère, l'Algérie. Personnellement, c'est une grande joie pour moi de me retrouver ici en Algérie, de représenter mon pays, l'Algérie, qui pour mon pays a été comme un grand refuge des grands combattants pour la liberté au Cameroun. L'Algérie, qui pour mon pays est un des pays phares de combat pour la dignité de l'homme, la dignité de nos pays africains. Entre le Cameroun et l'Algérie, si je suis là, c'est pour la consécration de cette bonne relation qui existe si heureusement entre l'Algérie et le Cameroun. J'y suis, au nom du président de la République, Paul Biya, pour le renforcement, contribuer au renforcement de la coopération économique, de la coopération culturelle, de la coopération dans tout son ensemble entre le pays frère, l'Algérie et le Cameroun. Voilà pourquoi je suis ici et pour apporter ma modeste contribution à l'élargissement, au renforcement des liens qui existent déjà depuis de longues dates entre l'Algérie et le Cameroun, des liens qui sont appelés à se fructifier davantage. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Sénégal, Sérène Diaye. Monsieur le Président, je remercie Votre Excellence les lettres de créance par lesquelles Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, Et on écoute sa déclaration également. D'être reçu par Son Excellence M. le Président Tebboune, à qui j'ai présenté mes lettres de créance. Et j'ai saisi cette occasion pour lui adresser et lui transmettre les remerciements et les salutations fraternelles et amicales de son frère ami, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et au cours de l'entretien, comme vous le savez, nous avons évoqué les voies et moyens de raffermir la coopération entre le Sénégal et l'Algérie.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fortement insisté sur les nombreux liens qui unissent le Sénégal et l'Algérie, que ce soit sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique et même sur le plan historique. Et ça remonte aux indépendances du Sénégal et de l'Algérie. Le président Tebboune donc souhaite qu'il y ait plus de contenu dans la relation entre le Sénégal et l'Algérie. Et l'Algérie s'est engagée aussi à apporter toute son expérience, toute son expertise dans les domaines où elle a une expérience avérée, que ce soit dans les PME, les PMI. Et elle m'a demandé en tant qu'ambassadeur de travailler dans ce sens. Et je remercie le président Tebboune pour sa disponibilité, son accueil, ainsi que toutes les autorités algériennes. Et nous nous engageons à renforcer l'axe Alger-Dakar en diversifiant la coopération, en la renforçant sur beaucoup de domaines. Il faut rappeler que la cérémonie de remise des lettres de créance a eu lieu au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Nordine Bardaddeïj, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadouma. Après accord du président de la République, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé ce mercredi dans un communiqué un mouvement partiel dans les corps des walis délégués des circonscriptions administratives au niveau de la wilaya d'Alger. Opérés en vertu de ce mouvement sont nommés d'abord le wali délégué Marouane Boulsan en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Louiba, Fethi Bouzaïd en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Barraqi, Yazid Delfi en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Dar el-Beda, Abdelaziz Djouadi en qualité de wali délégué pour Bir Mouadraïs, Daraji Bouziane en qualité de wali délégué pour Bab el-Oued, Abdelrahman Dhimi, wali délégué nommé à Al-Harrach. Par ailleurs, il a été mis fin aux fonctions des wali délégués dont les noms suivent Ahmed Zarrouqi en qualité de wali délégué de Louiba, Sherif Boudour en qualité de wali délégué de Barraqi et Abdelmalek Boutesta en qualité de wali délégué de Dar el-Beida, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur qui nous est parvenu ce soir. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, salue les décisions adoptées lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité présidée hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il insiste sur l'intransigeance de l'État à l'encontre des partis qui veulent nuire au présent et au futur du pays en entravant le processus démocratique de la dynamique de développement que vit l'Algérie en ce moment. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 6 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge de l'énergie et des mines, des affaires religieuses, de l'enseignement supérieur, de la culture et du commerce. Et également, 2 communications ont été présentées par le ministre en charge de l'Intérieur et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups. D'abord, le gouvernement avait entendu 2 exposés présentés par le ministre de l'énergie et des mines. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires religieuses et des Waqf relatif à un projet de décret exécutif portant création d'un office national des Waqf et de la Zakat et fixant également son statut. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique portant sur le projet de décret exécutif complétant le décret numéro 19-232 du 13 août 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts portant sur un projet de décret qui porte sur la création d'un centre national de recherche en archéologie. Le gouvernement avait également entendu un exposé présenté par le ministre du Commerce portant sur le projet de décret fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens en Algérie. Et puis le gouvernement avait aussi entendu une communication présentée par le ministre de l'Intérieur sur un projet de marché de gré à gré simple au profit de la wilaya de Tindouf. Enfin, le gouvernement avait entendu aussi une communication présentée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups relatives aux recommandations issues des assises nationales de l'économie et de la connaissance. Pour plus de détails sur le contenu de cette réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, Ammar Ben Himar.
في تدخله قدم وزير الطاقة والمناجم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول معدلات امتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج، والثاني كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات. أما وزير الشؤون الدينية والأوقاف فقد استعرض مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي. يشكل هذا الإطار آلية فعالة لجمع الزكاة وصرفها وتنميتها على أساس الأوجه المحددة شرعا في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. من جهته قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مرسوم تنفيذي يتمم بعض أحكام نص سابق يعود لسنة 2019 والذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. يتعلق الحكم الأول المقترح في هذا السياق بتقريب مصالح الإدارة من مستعمليها وتبسيط الإجراءات الإدارية حتى يتسنى للوكالات أن تكون لديها ملحقات عبر التراب الوطني. أما بالنسبة للحكم الثاني من الاقتراح فسيسمح للوكالات الموضوعاتية عند الضرورة من الاستعانة بخبراء للقيام بمهام خاصة. كما قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن نقل المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى ولاية تيبازا. تقرر نقل هذا المركز وتخصيص جناح له، لا سيما وأنه يتوفر على الشروط الضرورية لسيره ماديا وبشريا. في سياق آخر قدم وزير التجارة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ خدمة ما بعد البيع للسلع الموجهة للمستهلك بعد انقضاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان. يحدد النص ضمان توفير قطع غيار لمدة 5 سنوات على الأقل في حالة توقف إنتاج أو توقف استيراد السلع. وفيما يخص المقايسة للدوفي فإن مشروع النص يلزم مقدمي خدمة ما بعد البيع تسليمها إذا طلبها الزبون وإعلامه مسبقا في حالة ما إذا كانت المقايسة بمقابل. أخيرا قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قدم عرضا يتعلق بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة. تتمحور توصيات الجلسات حول 7 محاور هي: تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي، تمويل الابتكار، حماية الملكية الفكرية، ترقية الاقتصاد الرقمي، تحويل التكنولوجيا، التربية التكوين وتعزيز القدرات، وأخيرا الحوكمة. كما تهدف هذه التوصيات إلى وضع إطار قانوني محفز لجميع مكونات اقتصاد المعرفة. قبل نهاية أشغال اجتماع الحكومة قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توضيحات حول إجراء حملة التلقيح ضد كورونا 19 والحوار المستمر الذي يجمع الإدارة المركزية بممثل عمال الصحة حول ظروف العمل والأجور. وفي ختام الاجتماع أكد الوزير الأول على أهمية الإسراع في تحيين 3 قوانين سارية المفعول قبل شهر جوان المقبل، ويتعلق الأمر بالقانون التجاري، قانون الوظيفة العمومي، والقانون التوجيهي للبحث العلمي.
Les participants au séminaire international sur la Cour constitutionnelle et son rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle a pris fin donc ce mercredi à Alger. Ces derniers ont souligné que la Cour constitutionnelle constituait l'épine dorsale de l'État de droit, vu la place de choix qu'elle occupe dans la pyramide institutionnelle nationale. Au deuxième jour de cette rencontre scientifique, le débat a tourné autour des nouvelles prérogatives, des compétences et du rôle de la Cour constitutionnelle, notamment le contrôle constitutionnel, sachant qu'il est l'un des fondements essentiels de la pratique démocratique. لقد أجمع المشاركون على أهمية المكانة التي ستكون للمحكمة الدستورية في الخارطة المؤسساتية لبلادنا وعلى الدور المحوري الذي سطلع عليه به في الإسهام في بناء جزائر جديدة تقوم على مبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون. كما كان ملتقانا مناسبة لتفهم أحسن لتجارب أجنبية متميزة في المجال الدستوري خاصة فيما يتعلق بضبط المؤسسات والأجهزة الدستورية. Les participants se sont penchés sur le rôle de la Cour constitutionnelle en tant que garant de la Constitution et arbitre institutionnel qui a la responsabilité de trancher les différends pouvant apparaître entre les différents pouvoirs constitutionnels. Nos discussions nous ont permis d'aborder la question du rôle de la future Cour constitutionnelle dans toutes ses dimensions. Ces réflexions et ces échanges qui ont mis l'accent sur le rôle de la juridiction constitutionnelle, de garant de la Constitution, des droits et des libertés, d'arbitre institutionnel et de juge électoral. Durant ces 2 journées scientifiques, les spécialistes du droit constitutionnel ont échangé sur les différents aspects du rôle de la Cour constitutionnelle au plan normatif et institutionnel en vigueur dans d'autres pays notamment. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux d'un colloque sur la problématique de maturation des projets et leur impact sur les litiges des marchés publics. C'était à l'École supérieure de la magistrature à Koléa. On écoute la déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Qassem Zarmati. Les litiges des marchés publics représentent une faille parmi tant d'autres, à travers lesquels la corruption et l'abus de fonction ont pris des proportions démesurées. Des phénomènes qui ont pris de l'ampleur en raison de la fragilité des institutions de suivi et de contrôle, mais aussi à cause de la vulnérabilité des mécanismes juridiques et institutionnels qui permettent de cerner ce fléau et d'assécher ses sources. Les étapes de maturation des projets ont été longtemps confiées à certains bureaux d'études appartenant aux porteurs de projets activant au sein des organismes publics, des bureaux d'études ne disposant ni d'expérience ni de moyens techniques. Une situation exacerbée par la précipitation des organismes publics chargés des réalisations. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a fait état ce mercredi de 1755 listes de partis politiques et 2898 listes d'indépendants, ceux désirant se porter candidat aux élections législatives du 12 juin prochain. C'est lors d'une conférence de presse qu'il avait animée au siège de l'ANI. Au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger, 16 listes de partis et 25 listes d'indépendants ont fait part de leur volonté de se porter candidat également pour ces élections. La revue El Jaish, parue ce mois d'avril, revient dans son édito sur le haut commandement de l'armée nationale populaire qui s'emploie à poursuivre le développement des capacités de notre armée, toutes composantes et forces confondues, et à la maintenir pleinement opérationnelle. À ce titre, l'intense programme de visites, de travail et d'inspection qui a conduit le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire dans les différentes régions militaires pour superviser l'exécution d'exercices tactiques à munitions réelles mettant en œuvre différentes armes et forces ont atteint les objectifs visés, ce qui démontre la pleine et permanente disponibilité de nos unités armées pour faire face à d'urgence, souligne encore l'édito d'El Jaish. L'ANP restera fidèle à son serment et à ses engagements protégeant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de la nation algérienne contre toute menace ou risque pouvant mettre en danger ou nuire aux citoyens, parce que la relation de l'armée avec le peuple est éternelle et sacrée, souligne encore l'éditorial d'El Jaish pour ce mois d'avril paru aujourd'hui. Et bien sûr, tout à l'heure à 20h, vous aurez plus de détails sur l'éditorial et la revue d'El Jaish qui a été donc publiée aujourd'hui pour le mois d'avril.
On parle également ce soir de cette aide, ce chargement de 70 tonnes de dattes qui a été embarqué ce mercredi à bord de 2 avions militaires à la base aérienne de Boufarik, à Blida, donc en première région militaire, en vue de sa livraison demain, jeudi, au profit des camps de réfugiés sahraouis à l'occasion du mois sacré de Ramadan, dans le cadre de la série d'aides destinées à ce peuple frère. C'est une opération de solidarité qui a été supervisée par la présidente du Croissant Rouge algérien et l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie. Les exportations algériennes de dattes ont atteint environ 71 millions de dollars en 2020. C'est ce qu'indique la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, la CACI, Behloul Wahiba. Cette dernière souligne l'importance de développer l'industrie de transformation dans cette filière. Elle s'est exprimée lors de l'ouverture du salon de la filière dattes organisé par la CACI sous le thème « Potentiel d'exportation et de transformation ». En parlant de la volonté d'exporter à l'étranger, vous le savez, on en parle depuis quelques jours déjà, la diplomatie algérienne s'emploie activement à aller à la rencontre des hommes d'affaires et des opérateurs économiques dans le pays à travers plusieurs wilayas. Aujourd'hui, c'était au tour de Biskra. Les opérateurs économiques et diplomates ont affirmé leur coordination, la coordination de leurs efforts pour, bien sûr, promouvoir leurs produits à l'étranger, ce qui permettra donc une meilleure visibilité pour la production algérienne dans les marchés étrangers et une compétitivité surtout. Yamina Saïdji. C'est à Biskra que la délégation diplomatique algérienne s'est rendue aujourd'hui dans le cadre d'une série de déplacements visant à prendre connaissance des potentialités de production et d'exportation du pays. Cette rencontre a permis aux opérateurs économiques de la région de présenter leurs produits 100% algériens. Avec l'aide des producteurs et des exportateurs, nous pouvons valoriser le produit algérien qui peut concurrencer les produits internationaux pour investir les marchés mondiaux à travers l'exploitation de tous les moyens, notamment par la voie des représentations diplomatiques et le réseau des chargés d'affaires économiques. Lors de cette rencontre, les produits agricoles et industriels ont été à l'honneur au sein du salon organisé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, les IBON et la Chambre d'agriculture de la wilaya de Biskra. قال احنا عندنا البيو عندنا هاد سمح حنا بو فير ان كاي تشارج ونديروا البيو ما كاينش مشكل مي لكن البرودوي تاعنا سي برودوي ناتورال يعني طبيعي افريقيا راهي ساحه وهذه لازم نقتحموها. Intégrer le marché africain permettra de donner un nouveau souffle à l'activité des opérateurs économiques nationaux. Il faut savoir que le marché africain est moins exigeant que les marchés européens par rapport à plusieurs critères. Le deuxième jour des travaux a été consacré à la visite de quelques exploitations agricoles destinées à l'exportation et leaders dans ce domaine en vue de mieux connaître les produits nationaux commercialisables dans les marchés étrangers. Alors il y a cet exemple concret à Biskra dans la commune de Mzera où la plasticulture donne de bons résultats en termes de rendement de fruits et légumes. L'exploitation Tahraoui est d'ailleurs un modèle en la matière avec un produit phare destiné à l'exportation, à savoir la tomate cerise. Reportage sur place, Saïd Amayouf. Mzera, à 70 km à l'est de Biskra, une surface agricole de 300 hectares et des étendues de serre sur 70 hectares, avec des variétés diverses de fruits et de produits maraîchers. Mais le produit phare dans cette exploitation est sans nul doute la tomate cerise, cultivée sous serre canarienne ou serre géante. Mohamed Tahraoui, investisseur et gérant de ce domaine, en parle avec une grande fierté. On ne va pas trouver ce genre de grappe, par exemple, de cette qualité, et calibré naturellement. C'est la technologie. Hein. S'il n'y avait pas de technologie, on va trouver, par exemple, des sghira, des kbira, une petite, une smeh. Puis voilà, donc c'est calibré, on peut la vendre, que ce soit en vrac. Par exemple, celle-là, on doit la couper pour le vrac, mais celle-là, elle est vendue en grappe. Les gens maintenant reconnaissent un petit peu la qualité, la haute qualité du produit. Parce que si on trouve la tomate tana, on peut par exemple, on la laisse à l'air libre, elle peut rester 15 jours. Et puis là, le tri et tout s'ensuit, il n'y a pas de déchets. La modernisation et les technologies de pointe utilisées dans les méthodes culturales sont d'un grand apport pour un rendement de qualité. Ici, c'est la station de fertilisation automatique. Elle est conçue pour ce type de culture.
culture de précision, donc d'irrigation, donc en même temps, parce qu'il fertilise en même temps et il irrigue les superficies, les tomates, toutes cultures qui sont à notre disposition. Et la formation sur le tas de ces ingénieurs agronomes est d'un appui certain pour une excellente productivité. La technique que nous avons utilisée, c'est les zonettes. Les zonettes, c'est quelque chose de nouveau en Algérie. On est les premiers à utiliser. Nous l'avons utilisé, ça fait 2 ans. Donc on a pu maîtriser la population de Tuta obsoleta sans les pesticides. Qualifiés de potager de l'Algérie ou encore de la Mitidja du Sud, les produits agricoles cultivés sous serre atterrissent sur les étals des marchés internationaux. L'exportation, on a fait l'exportation, bien sûr, du melon en France. Puis la demande, on a fait des tests, par exemple, à l'Ukraine, en Russie, donc plusieurs pays. Comme je dis, on doit profiter aussi de la période, comme je vous ai dit tout à l'heure, la période à partir de décembre, janvier, février, mars, dans ces pays-là, il fait très froid. Et nous, on a un produit quand même qui est frais et résistant aussi, comme la tomate qui peut résister 15 jours à l'air libre, ou le piment, ou le poivron, donc on n'a pas de problème. C'est un investissement plus ou moins lourd, mais c'est un investissement très étudié, qui va rendre service à beaucoup d'agriculteurs de la région pour écouler leurs produits. Cela laisse apercevoir aussi une création d'emplois sur place dans une zone délaissée, rurale, qui est la commune de Ain Daga, wilaya de Biskra. L'exploitation tahraoui dans la commune de Mzeraha à Biskra est devenue au fil de ces dernières années le véritable reflet de l'agriculture algérienne, tant par la qualité de ses produits agricoles que par les techniques culturelles utilisées, des techniques sophistiquées, des techniques biologiques et écologiques, ce qui lui a valu une place de choix sur les étals des marchés internationaux. Le développement des zones d'ombre et le barrage vert est une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. À cet effet, l'Institut national d'études de stratégie globale a organisé une rencontre qui a réuni plusieurs experts. Couverture Meliamis. Protéger les terres agricoles et empêcher l'installation du désert dans les steppes grâce au barrage vert. Un projet qui a été relancé dernièrement. S'étendant sur une superficie de 3,7 millions d'hectares, le barrage vert couvre déjà 13 wilayas, dont 900 zones d'ombre recensées. Objectif : améliorer les conditions de vie de la population des régions reculées. La vision du barrage vert a changé, donc, parce qu'en réalité, quand il a été lancé dans les années 70, c'était pour bloquer l'avancée du désert. Le désert n'avance pas, il s'installe. On a les tempêtes de sable, c'est vrai, qui sont emportées par les vents violents, mais la dégradation des terres, la désertification, elle s'installe. Même les terres agricoles, le peu de terres agricoles que nous avons au niveau des zones sahariennes, elles sont très importantes à préserver parce qu'elles nous produisent actuellement tout ce que nous mangeons au niveau des pays du Nord. Parce que si on n'améliore pas les conditions de vie de ces populations, on va se retrouver en train, par exemple, de couper le bois pour se chauffer. Organisée à l'Institut national d'études de stratégie globale, cette rencontre a vu la participation de plusieurs experts. Premièrement, c'est informer, 2, sensibiliser, et 3, aussi mobiliser. Parce qu'il y a des capacités nationales qui, qui participent d'une manière directe ou indirecte. Lutter surtout contre le mal social le plus grave, c'est le chômage. Ça, c'est nécessairement un des objectifs principaux. Pour rappel, un comité sera mis en place pour la gestion du plan d'action. Il s'agit de l'organe national de coordination pour la lutte contre la désertification et le barrage vert qui réunira pas moins de 15 départements ministériels. Plusieurs opérations ont été menées par des unités et des détachements de l'armée nationale populaire durant la période entre le 31 mars et le 6 avril, hier donc, dans le cadre de la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande et le crime organisé. Yannis Saïd Bakassam. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. 45 narcotrafiquants et saisis de grandes quantités de kifs traités s'élevant à 19 quintaux et 10 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc.
À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires. 19 narcotrafiquants et saisi 18 quintaux et 48 kg de kiff traités, alors que 26 narcotrafiquants ont été appréhendés et 62 kg de la même substance, ainsi que 41 707 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ain Gzam, Borjbaji, Mokhtar et Janet 393 individus et saisi 16 véhicules, 349 groupes électrogènes, 210 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 732 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 12 autres individus ont été arrêtés et 9 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 41 quintaux de tabac et 8372 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, El Oued, Biskra, Djidjel, Sétif et Bouagui. Dans un autre contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 6787 litres à Tébessa, El Taraf, Sougahras et Ouergla, tandis que 107 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Saleh, Adrar, Tlemcen, Naama, Janet, Gardaya et Inamenas. À l'étranger, près d'une vingtaine d'enseignants contractuels, dont une femme, ont été arrêtés hier par la police marocaine lors d'une manifestation violente réprimée dans la capitale Rabat. Des centaines d'enseignants ont bravé l'interdiction des autorités de tout rassemblement dans l'espace public et ont envahi la capitale marocaine pour appeler à leur intégration dans la fonction publique et l'abandon du système de contrat. L'actualité africaine, résumée en bref ce soir avec Naïma Chekchek. Au Rwanda, pays de l'Est de l'Afrique, l'heure est à la commémoration du terrible génocide il y a 27 ans déjà. Un triste souvenir qui fait allumer la flamme de l'espoir par le président Paul Kagame accompagné de son épouse sur le lieu du mémorial du génocide à Kigali, la capitale. Ce moment de recueillement à la mémoire du génocide de 1994 contre les Tutsis se fait alors que le rapport dit Duclerc a récemment pointé les lourdes et accablantes responsabilités de la France dans le génocide, comme le souligne le rapport en question. Au sud-est du continent, plus exactement au Mozambique, les terroristes ont été chassés de la ville de Palma, affirmé aujourd'hui le président Filipe Nyusi, 2 semaines après l'attaque sanglante de la ville portuaire du nord du pays par des groupes armés. Sur ces images, plus de 100 personnes ont trouvé refuge dans le gymnase de Pemba après avoir fui les violences terroristes de Palma dans le nord du Mozambique. Économie et commerce au Zimbabwe cette fois. Les traditionnelles ventes aux enchères de tabac démarrent. Vendeurs et clients se réunissent à Harare autour de centaines de balles de tabac. Selon le régulateur du secteur, le pays est en passe de produire 200 000 tonnes de tabac cette année contre 184 000 en 2020. On vient en Algérie, vous connaissez certainement Ras el Hanout, qui est une épice particulière, mais avez-vous entendu parler de Ras el Ghaba? Il s'agit d'un bouquet de plantes aromatiques avec laquelle on roule un couscous très spécial. On le découvre dans ce reportage à Blida, Sidi Siam Knoucha. Le printemps est là, bien installé. Dame Nature se réveille. Chacun s'affaire à ses tâches. Notre tâche à nous est de suivre Wahida et ses amis pour la cueillette de plusieurs plantes afin de rouler le couscous. Un couscous aux plantes aromatiques, très célèbre dans la région. Les Blidéas l'appellent Hammama. C'est de la lavande. La lavande est très importante pour le couscous d'Al-Hammama. Mais il faut dire qu'il ne suffit pas d'utiliser de la lavande ou le halhal. Chez nous, on utilise beaucoup d'autres plantes aromatiques qu'on trouve ici en pleine nature, comme les feuilles d'olivier, le thym, l'origan, et ça donne un goût assez spécial. Par exemple, nous avons du lentisque, de la lavande, des feuilles de chêne, d'olivier. Parfois, on arrive à une centaine de plantes, et parfois une soixantaine. Tout dépend de ce qu'on peut trouver en forêt. Après la cueillette, il faut nettoyer,
Et puis triturer ces plantes afin d'obtenir une poudre avec laquelle on roulera notre couscous. ومن بعد كيف تنخرجوا في السيارة هذا لازم نديروا له شي هكا شويه سميد باش ما يتعجنش مع بعضها ومن بعد نعاودوا نزلقوه نديروا له هكا Un mélange d'herbes qui donne à la hammama une couleur noirâtre et un arrière-goût plutôt amer. Pour les connaisseurs, un filet d'huile d'olive adoucit le plat. Certains aiment bien ajouter du sucre. Elle est bonne pour la circulation sanguine et elle protège des maladies même si on en mange une fois par an. Un plat ancestral, une tradition qui perdure, rien à dire, le hammama est pour les Blidéens un incontournable mets du printemps. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous.